Bonjour, bonjour à tous. Voilà, bienvenue dans le webinaire BioGNV, un levier de transition énergétique pour les territoires. Voilà, on va attendre peut-être quelques courts instants, peut-être une petite minute, le temps que l'ensemble des inscrits puissent se connecter. Mais on va essayer de démarrer quand même relativement à l'heure. Je vous demanderai juste un petit instant d'attente. Voilà, je vois les gens qui se connectent. Voilà, ben, je vais vous proposer de commencer. Voilà, les derniers participants pourront se connecter de toute façon et nous rejoindre. Juste un petit point pour commencer sur le plan technique. Ben, je vous annonce que ce webinaire est enregistré, donc il sera possible hein, de le revoir ou de partager avec vos collègues dans un deuxième temps. Vous recevrez un lien demain au début de semaine prochaine. Nous vous invitons à utiliser le petit pictogramme normalement sur la partie droite de votre écran qui représente un point d'interrogation. Donc vous pourrez ici poser vos questions qui arrivent sur l'interface du webinaire. Donc nous y répondrons éventuellement au fil de l'eau, mais idéalement plutôt à la fin du webinaire pour pouvoir respecter le timing. On a un programme assez dense sur, voilà, on s'est donné 1h15 comprenant les questions. On va essayer de respecter un maximum ce timing. Si possible, quand vous posez des questions, merci de noter le nom ou l'organisme auprès de qui s'adresse la question pour une meilleure organisation et une meilleure prise en compte de votre question. Voilà, ce webinaire, il a été conçu initialement pour parler à des collectivités et des élus, enfin, élus ou techniciens justement des collectivités des territoires en Pays de la Loire. Donc pas forcément les professionnels de la META ou du GNV. Je sais qu'il y en a quelques-uns connectés aussi aujourd'hui. Donc on a essayé de vulgariser le discours un maximum et d'être le moins technique possible. Donc pour les questions qui seraient plus techniques, éventuellement, on essaiera d'y répondre, mais on n'aura peut-être pas forcément l'occasion aussi. Donc on y répondra soit individuellement ou lors d'un webinaire plus spécifique. Voilà. Donc je me présente, je m'appelle donc Michael Thomas, je suis le délégué général animateur du cluster d'entreprise Métatlantique, donc une association qui regroupe aujourd'hui une quarantaine d'adhérents, donc une quarantaine d'adhérents entreprises aujourd'hui. Ça va donc sur l'ensemble de la chaîne de valeur aujourd'hui de la filière méthanisation. Donc c'est des entreprises qui sont principalement établies en Pays de la Loire. Donc ça va du bureau d'études, en passant par le constructeur, développeur, laboratoire d'analyse, financeur. Donc on essaie de représenter un maximum les entreprises de cette filière. Voilà, au sein de Métatlantique, on a voulu aussi promouvoir les usages du biométhane et donc sur l'impulsion aussi de nos financeurs que sont aussi le Conseil régional et l'ADEME, on a décidé de créer le club régional, le club BioGNV des Pays de la Loire, dont l'objectif est justement de faire travailler les entreprises ensemble et d'ouvrir vers les associations, les syndicats d'énergie qu'on verra tout à l'heure justement, qui sont aussi les chevilles ouvrières du développement du GNV en région. De pouvoir créer une instance où on avance tous ensemble vers la promotion et le développement de cette filière. Voilà, on a au moins une dizaine d'entreprises au sein de Métatlantique qui sont intéressées et qui travaillent sur les thématiques du GNV. Voilà, cet événement, il fait partie justement des actions qu'on met en place, hein, des actions de promotion du club BioGNV. Et il fait partie aussi d'un triptyque de webinaires. Ici, aujourd'hui, pour les collectivités, comme je vous le disais, la semaine dernière, on a parlé à des entreprises sur comment acquérir des véhicules. On est rentré sur une phase vraiment très concrète. Et dans 3 semaines, on aura un autre webinaire, je vous en parlerai à la fin, destiné aux transporteurs routiers, puisqu'il y a des spécificités qui sont liées à cette typologie de profession. Voilà, donc on organise ça aussi dans le cadre du Pays de la Loire Énergie Tour. Voilà, c'est une dynamique d'événements promue par le Conseil régional avec les collectivités, associations, entreprises qui font la démonstration des mobilités durables. Vous pouvez le voir ici, des images tirées de ce qui s'est passé ces derniers jours dans le cadre du Pays de la Loire Énergie Tour. Voilà, le rallye régional avec une visite de la station GNV de Saumur.
Et puis la station aussi GNV de Fontenay-le-Comte qui a été inaugurée la semaine, il y a 2 jours, tout juste. Donc à Fontenay-le-Comte par le CIDEV. On remercie en même temps d'ailleurs Laurent Sorin qui est connecté, je pense, avec nous pour le syndicat d'énergie de la Vendée. Merci encore et bravo pour ces belles réalisations sur notre territoire. Hein. L'idée, c'est de vous montrer aussi, hein, il y a une belle dynamique en Pays de la Loire avec un certain nombre de collectivités impliquées dans le développement des mobilités durables au sens large et plus particulièrement aussi du GNV et du bio-GNV. Voilà. Comme le rappelait le directeur général de l'ADEME, justement, sur le colloque régional de la semaine dernière, hein, qui avait lieu à Château-Gontier, pour reprendre un peu quelques chiffres, aujourd'hui, en Pays de la Loire, 30% de l'énergie consommée est dédiée uniquement au poste transport, ce qui représente aussi 25% des gaz à effet de serre. Et aujourd'hui, la spécificité de notre région aussi, hein, avec des territoires ruraux relativement peuplés, fait que 70% de ces trajets, ils ont lieu aujourd'hui en voiture. Donc évidemment, quand on ne peut pas éviter un déplacement en voiture, une des solutions, c'est le changement pour une motorisation plus propre. Le transport, la mobilité, ça fait partie des secteurs dans lesquels toute entreprise, collectivité, particulier sont concernés, se doivent aussi donc d'agir à leur échelle, à l'heure aujourd'hui où l'actualité nous parle de Green Deal européen, de relance verte post-Covid et du rôle majeur de nos actes et nos comportements, qu'ils soient individuels ou collectifs, dans cette transition énergétique et écologique. Dans les solutions, justement, aujourd'hui, il y a la mobilité électrique, soit, mais ce n'est pas forcément adapté à l'ensemble aujourd'hui des usages. On parle aussi après-demain peut-être de mobilité hydrogène, mais on est encore loin d'un déploiement aussi bien en termes de production de cette molécule qu'en déploiement de stations et de véhicules aussi disponibles à des coûts acceptables. En attendant, pour permettre d'agir tout de suite, il y a des solutions qui existent, qui gagnent à être connues justement. C'est des solutions donc de bio-GNV et de GNV, même si justement, c'est ce qu'on va vous parler aujourd'hui, avec justement des collectivités aujourd'hui qui ont éprouvé ces solutions, aussi bien pour leur flotte de bus, des bennes à ordures ménagères ou des véhicules de service. Donc on va vous parler notamment de la dynamique de stations. Donc cette solution, justement, comme je vous disais, c'est le gaz naturel véhicule, idéalement bio. C'est aussi l'objet juste après qu'on va pouvoir dérouler avec vous. Et on va vous parler aussi du rôle majeur des collectivités dans le déploiement et comment vous pouvez y participer justement. Voilà, je suis ravi d'accueillir justement pour ce webinaire Magali Seron de GRDF, et puis donc Amandine Adriani du syndicat d'énergie de Loire-Atlantique et Marine Adrion du syndicat intercommunal des énergies du Maine-et-Loire, qui vont intervenir durant cette séquence avec voilà 3 grands thèmes qu'on va développer avec vous. Donc du champ à la mobilité quand le biogaz forme un cycle d'économie circulaire, le biogaz et le bio-GNV, comment ils s'impliquent dans les politiques publiques aujourd'hui, et une partie spécifique plutôt orientée témoignage et comment accompagner l'émergence de stations de territoire et comment les flottes de collectivités peuvent s'équiper sur cette typologie de véhicules. Voilà, pour commencer cette première partie, je vais appeler Magali Seron de GRDF. Voilà, on va entamer ce webinaire ensemble sur la partie vraiment orientée plutôt production biométhane pour aller vers le carburant bio-GNV. Magali, vous Oui, êtes bonjour à présente. tous. Oui, je suis connectée, j'espère que vous m'entendez bien. Donc, je vais commencer par vous rappeler, pour ceux qui ne connaîtraient pas bien ce qu'est le biométhane. Donc, sur la diapositive suivante. Donc, lorsqu'on pense énergie renouvelable, on pense souvent à l'électricité, et c'est vrai, il y a beaucoup d'énergies renouvelables qui sont électriques, mais on oublie parfois le gaz qui peut être également 100% renouvelable. Pour cela, il y a plusieurs façons de produire du gaz renouvelable, mais celle qui est la plus mature, c'est le biométhane carburant, qui donc est fait à partir de déchets. Donc ça peut être, c'est ce que vous voyez dans le. Donc je vais vous décrire brièvement l'image. Donc c'est fait à partir donc de déchets qui peuvent être des résidus agricoles, des stations d'épuration, des effluents d'élevage, aussi déchets d'industrie agroalimentaire. Et ensuite, ces déchets sont collectés et stockés dans ce que vous voyez, espèce de yourtes où ils vont être chauffés à 38 degrés environ pendant quelques semaines pour accélérer un processus naturel de décomposition de la matière organique. C'est un peu ce qui se fait naturellement comme dans une panse de vache. Hein. Souvent, les agriculteurs nous parlent de la méthanisation en ces termes.
Et donc, on a, une fois que ces matières ont fermenté, on a deux produits, le biogaz et le digestat. Le digestat, d'abord, c'est un fertilisant naturel qui permet d'éviter des engrais chimiques et qui peut être soit solide, soit liquide. Et donc, il est pendu sur les terres et c'est un très bon fertilisant. Et l'autre produit, c'est le biogaz. Donc, on a deux solutions. Soit on le brûle pour faire de la cogénération de chaleur et d'électricité, soit on l'épure et donc on enlève l'eau, le carbone, toutes les impuretés qui peuvent être qui peuvent être embêtantes ensuite pour son utilisation et son injection dans le réseau. Donc là, on voit GRDF, mais sachez que vous pouvez également injecter dans d'autres réseaux de distributeurs de gaz et aussi dans le réseau de transport. Et donc là, ensuite, une fois que c'est injecté, il peut être valorisé comme pour n'importe quel usage, que ce soit dans la gazinière ou dans l'usage transport, ce qui nous intéresse aujourd'hui. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le biométhane est une source intéressante de décarbonation de votre territoire parce que autant l'électricité est largement décarbonée en France, autant le gaz est à 99% fossile. Et donc, décarboner le gaz, c'est décarboner de façon structurelle et structurante le mix énergétique. On est dans une logique d'économie circulaire et de complémentarité entre la ruralité et les villes qui a vraiment beaucoup de sens et qui fait que beaucoup de collectivités s'y intéressent. Voici pour moi, pour cette diapositive. Merci beaucoup Magali pour compléter justement cette première introduction sur le biométhane. Moi, je voulais mettre un peu en perspective au nom du cluster Méta-Atlantique ce qui est en train de se passer sur le territoire des Pays de la Loire. Donc, on a pu travailler avec les gestionnaires de réseau justement et puis nos partenaires bancaires aussi pour avoir un certain nombre d'éléments. Donc, pour vous donner un petit peu la tendance de ce qui va se passer dans les 3 prochaines années, donc on a estimé par rapport au registre de capacité des gestionnaires de réseau justement le nombre de projets qui sont inscrits dedans. On a estimé un peu moins d'une centaine les unités de méthanisation donc en injection, c'est ce qu'évoquait tout à l'heure Magali. Donc les nouvelles unités qui vont voir le jour d'ici à 2023 sur le territoire. Donc comme vous pouvez le voir, on est sur quand même un nombre assez important avec principalement des unités justement en injection. Sur notre territoire aujourd'hui, il y a beaucoup moins de projets en cogénération qui voient le jour, qui était plutôt le modèle jusqu'à présent utilisé ces dernières années. On est juste rentré sur un aspect emploi direct qui peut être de l'ordre de 280 à 400. Des emplois directs supplémentaires qui vont être créés. On n'est pas encore allé au bout de l'opération pour mettre en valeur les emplois indirects. Et ce qui est intéressant de voir aussi, c'est l'énergie produite annuellement par ces installations supplémentaires qui vont voir le jour, à savoir 1,7 TWh de production supplémentaire donc qui seront injectés dans les réseaux à la fin 2023. Et grosso modo, sur des premières approches, ça représentera plus de 10% de la consommation régionale de gaz naturel aujourd'hui, donc comme le disait Magali, principalement importé à ce jour, donc sur les chiffres de 2016 en termes de consommation régionale. Mais comme on le voit, voilà, les réseaux sont en train de se verdir, le gaz, le biométhane voilà, est en train d'être disponible dans nos réseaux. Donc maintenant, il convient de regarder comment est-ce qu'on peut consommer ce gaz de la meilleure façon avec tous les intérêts qu'il a. On va rentrer un petit peu dans le détail. Je vais passer assez vite cette slide. Ça vous donne aussi une tendance jusqu'en 2030. Donc ça, c'était une étude qui avait été commanditée par GRDF en 2019 auprès de certains cabinets qui a utilisé l'outil TET. Vous le connaissez probablement, cet outil dans les collectivités, transition énergétique, territoire, emploi, qui a permis sur plusieurs scénarios, justement notamment liés aux intrants disponibles, aux matières disponibles qui peuvent être méthanisées. Voilà, qui montre un peu la tendance. Je vous inviterai à aller voir la présentation du webinaire dédié. On vous laisse le lien, évidemment, l'idée n'est pas rentrer trop dans le détail, mais c'est de regarder un petit peu la logique sur vos territoires des projets de méthanisation qui vont petit à petit verdir le gaz dans les réseaux du territoire. Donc, pour compléter sur la partie, donc rentrons dans le vif du sujet sur la partie mobilité. Donc déjà, premier point, le GNV, c'est donc le même gaz que celui que les ménages consomment dans leur gazinière. Donc, à ne pas confondre avec le GPL.
C'est vrai que souvent on nous pose la question: «Ah mais je connais le GNV, ma grand-mère avait une voiture, est-ce qu'il y a des risques d'explosion dans les parkings?» Donc ce n'est pas du tout la même chose, donc aucun risque, aucune contrainte liée au GNV par rapport, à une voiture, diesel ou électrique. Donc c'est le même gaz, pas de différence. Alors il y a une différence entre l'origine, donc quand on parle GNV, l'origine du gaz, elle est importée. Donc c'est le gaz qu'on peut qu'on importe principalement de Norvège d'ailleurs en France, hein, plus de 40% c'est la Norvège. Lorsque le gaz est fait localement, donc en Vendée, en Mayenne, en Loire-Atlantique, sur le territoire ligérien, on parle de bio-GNV. Ce qui est intéressant pour les collectivités aujourd'hui, c'est bien sûr le bio-GNV. Et pour rouler au bio-GNV demain, il faut rouler dès à présent au GNV. On peut voir dans cette infographie comment le bio-GNV est intéressant. C'est que à chaque étape de sa fabrication, le biométhane permet des gains en termes de gaz à effet de serre et des CO2. Je ne le commenterai pas parce qu'il est un petit peu long, mais lorsque vous aurez les diapositives, vous pourrez regarder plus en détail. Donc le bio-GNV, ça permet un gain ce qu'on appelle du puits à la roue de 80%, mais ce qui est aussi intéressant de regarder, et c'est le sens de la diapositive suivante, c'est une analyse en cycle de vie. Alors je vais m'arrêter quelques instants sur cette diapositive, donc qui est issue d'une étude de l'Institut français du pétrole et des énergies nouvelles, qui parle en cycle de vie, car ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que lorsqu'on parle de véhicules zéro émission, c'est jamais vrai parce qu'un véhicule a des émissions, ne serait-ce que dans sa fabrication et dans sa fin de vie. Donc premier point, donc l'utilisation du carburant. Donc là, lorsqu'on est du réservoir à la roue, on est sur un gain de 5% entre le GNV et le diesel, tout simplement parce que chimiquement, le méthane, qu'il soit d'origine fossile ou renouvelable, c'est la même molécule, donc un gain que de 5%. Si on regarde du puits au réservoir, donc du puits à la roue, comment le carburant est fabriqué, là, on arrive à ce que je disais précédemment, un gain très, très important en termes de gaz à effet de serre. Et quand on regarde le cycle complet de vie du véhicule, donc sa fabrication, comment il est recyclé. Donc là, ça va beaucoup concerner les véhicules électriques où il y a une problématique liée à la batterie. Eh bien, on voit que finalement, le bio-GNV et l'électrique sont à peu près équivalents en termes de bilan carbone. Et ça, c'est vrai que c'est un enjeu qui va être dans le débat public dans les mois et les années à venir, parce qu'au niveau européen, on débat de ce sujet-là. Et c'est vrai que la réglementation faible émission actuelle, et ça, je crois que c'est Amandine qui en parlera un peu plus tard, on ne valorise pas l'analyse complète cycle de vie et seulement une politique carburant. Voilà pour cette diapositive. Merci beaucoup Magali. Pour compléter aussi cette partie-là, l'idée c'était de vous montrer aujourd'hui la gamme de véhicules disponibles sans forcément rentrer trop dans le détail évidemment, mais comme vous pouvez le voir, voilà, c'est aujourd'hui une offre de véhicules disponibles, du véhicule léger à travers un certain nombre de marques dont Fiat et le groupe Volkswagen avec toutes les marques que vous pouvez voir sur votre gauche. Et ensuite, par différentes typologies de véhicules, en allant vers le véhicule le plus lourd, là aussi des acteurs qui proposent des véhicules qui sont dotés d'une motorisation au GNV, avec très souvent aussi dans ces véhicules-là une motorisation hybride qui permet aussi d'avoir un petit réservoir d'essence, notamment pour compléter l'autonomie. On l'évoquera un petit peu tout à l'heure aussi, la question de l'autonomie sur ces véhicules-là. On est plutôt de l'ordre de 350 à 450, 500 maximum aujourd'hui kilomètres d'autonomie sur le réservoir uniquement GNV. Et on va jusqu'à des bus urbains aujourd'hui. Ils sont largement éprouvés dans certaines grandes villes, notamment du territoire, et des autocars également, qui sont disponibles, un certain nombre de véhicules spéciaux. Alors bon, avant d'avoir les questions qui vont avec, comme vous pouvez le voir, il y a malheureusement, et ça on peut le déplorer, assez peu de constructeurs français, à part Renault Trucks sur le segment notamment des bennes à ordures ménagères sur les 19-26 tonnes. Mais voilà, c'est principalement des constructeurs hors France qui aujourd'hui proposent des véhicules au GNV.
Voilà, pour continuer, je vais proposer de rentrer un peu plus dans le détail justement de l'intérêt du biogaz, enfin du biométhane et du bio-GNV justement dans les politiques publiques. Je vais proposer à Amandine Adriani du syndicat d'énergie de Loire-Atlantique de prendre la parole et de rentrer un petit peu dans le détail de ce sujet. Merci Michael. Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Donc oui, donc en complément déjà de ce qui a été évoqué, Michael, je te laisse passer la première slide. Ce que je vous propose, c'est d'abord de parler un peu des bénéfices aussi pour le territoire, mais pour les entreprises du territoire et pourquoi l'inscrire du coup dans les politiques publiques. Après, concrètement, quel levier est-ce que vous, en tant que collectivité, vous pouvez mettre en place sur votre territoire pour développer le bio-GNV? Donc, en complément des bénéfices environnementaux qui avaient été évoqués déjà par Magali, c'est aussi une filière qui est génératrice d'emplois. Michael, tu l'as dit sur la partie production bio-GNV, mais également sur la partie distribution, sur les stations. Demain, il faudra les monter, les entretenir. Donc, c'est aussi générateur d'emplois, mais également sur la partie véhicule. On le voit aussi sur la partie mobilité électrique, mais c'est de nouvelles compétences en territoire et on a aussi besoin de mainteneurs, que ce soit sur les stations de distribution, mais aussi sur les véhicules. Donc voilà, sur cet aspect-là, donc c'est vraiment des emplois locaux qui ne sont pas délocalisables, car les stations, elles sont juste à côté de chez nous. Ensuite, Michael, je te laisse passer la Oui, première, je voudrais juste la compléter prochaine parce que slide. j'ai une remarque en même temps justement par rapport à ce que je disais avant et ce que tu évoques aussi sur la fabrication et la maintenance des véhicules. Bertrand Hibert, hein, notre adhérent d'Acajoule, nous dit de faire quand même attention. C'est pas forcément des marques françaises, mais il citait notamment les bus Iveco qui sont produits quand même à Annonay en France. Donc c'est juste pour compléter cette partie justement sur la partie maintenance des véhicules, enfin fabrication des véhicules. Voilà, pour compléter aussi ce que je disais juste avant. Donc, Et puis même, on peut compléter en disant que, par exemple, en tout cas en Loire-Atlantique, au niveau de la concession SDVI, il y a des personnes il y a des bureaux d'études pour permettre, enfin, on l'a vu, il y a des fois des véhicules un peu techniques, donc entre caser la benne et les bouteilles de gaz. Donc, il y a des gens aussi en local qui permettent de travailler sur les véhicules. Donc, voilà, il y a aussi des emplois qui sont sur le territoire. merci. Je passe à la suite. Oui. Ouais. Ensuite, concrètement, pour votre territoire, c'est bon, on l'a vu, c'est un moyen de diminuer l'empreinte carbone. Donc ça répond à un des grands enjeux du PCAET, enfin des plans climat. Ça répond aussi d'un point de vue énergétique. Je ne l'ai pas forcément mis là, mais on le voit enfin tu l'as rappelé au début, un tiers des consommations d'un territoire, c'est le transport. Et quand on regarde à l'intérieur de ça, 93% de ces consommations viennent des produits pétroliers. Et en 2050, l'objectif, c'est la neutralité carbone. Donc, on voit aussi qu'il y a un enjeu de passage d'une consommation pétrolière à une consommation décarbonée, donc que ce soit par l'électrique, mais par le bio-GNV. Les deux vont répondre du coup à ces enjeux-là. Donc ça, c'est un élément important. Ça permet vraiment du coup de répondre à ces objectifs de neutralité carbone. En parallèle à ça, on parle des GES, mais il y a aussi la qualité de l'air. Il a été démontré que le GNV ou bio-GNV permet de réduire quasiment la totalité des NOx et des particules fines. Et on le sait, les NOx, les oxydes d'azote, sont c'est le premier émetteur qui vient du transport. Donc, c'est un secteur très important sur ce sujet-là. Également, ça permet de lutter contre la pollution sonore dans les centres-villes, dans les centres-bourgs. Un moteur au gaz vibre moins. Pour ceux qui ont déjà été dans un véhicule au gaz, que ce soit un tracteur routier ou un véhicule classique, il y a moins cette vibration qu'avec le diesel. Donc ça permet aussi, d'un point de vue livraison urbaine, de réduire la pollution sonore de l'ordre de 50%. C'est ce qui a été démontré dans le cadre d'un projet équilibre en Rhône-Alpes. Un autre élément, pour avoir échangé avec déjà certains territoires dans leur zone d'activité, c'est aussi un moyen pour les territoires d'améliorer l'attractivité pour les entreprises. C'est-à-dire que, on le voit après côté entreprise, avoir du GNV dans sa flotte, notamment pour les transporteurs, c'est un moyen d'avoir de nouveaux clients. C'est un moyen de gagner des contrats auprès de certains donneurs d'ordre. Simplement, si ils vont s'implanter dans un territoire qui n'a pas de station,
du coup, ils n'iront pas puisque à côté, on leur demande de passer au GNV. Donc, du coup, c'est vraiment un moyen aussi pour le territoire de dire, moi, sur ma zone d'activité, j'ai une station GNV. Ça permet aussi de faire venir d'autres entreprises. Donc, on voit que autant sur l'aspect économique que sur l'aspect environnemental, ça a des bénéfices assez importants sur le territoire. Pour les entreprises, les 2 premiers blocs, on parle des coûts, mais on en reparlera également après d'un point de vue TCO sur l'approche complète des coûts. Mais aujourd'hui, il y a de la fiscalité qui est avantageuse. Ça permet aussi de maîtriser ses coûts de carburant, car on le sait, le prix du gaz est moins fluctuant que le prix du diesel. Donc ça permet aussi d'avoir une meilleure visibilité de ses coûts sur les années à venir. Également pour les entreprises, notamment les transporteurs ou dans le cadre de la livraison urbaine, ça permet d'accéder à certains cœurs de ville sans contrainte. On le voit sur Nantes Métropole aujourd'hui, quand on livre avec un véhicule GNV, on peut y aller à peu près quand on veut. Sinon, pour les autres véhicules, il y a des contraintes horaires. Donc du coup, ça a de vrais enjeux aussi, et on en revient sur un critère différenciant pour les entreprises. Là, je pense notamment aux transporteurs. Il y a de plus en plus de grands donneurs d'ordre comme Carrefour ou Ulog qui imposent des critères. Et donc, ça permet soit de gagner des clients, soit d'en garder. Donc voilà un peu rapidement sur les leviers. On peut rentrer dans le détail justement sur la partie coût, sur la partie TCO, donc en anglais qui veut dire Total Cost of Ownership, donc coût total de possession. Donc c'est là en fait, souvent on regarde que la partie carburant, même nous en tant que particulier, hein, c'est souvent la première chose qu'on regarde, mais il est important de regarder l'ensemble des coûts. Donc là, on va prendre le coût d'achat, on va y retrancher la valeur de revente et on va rajouter les coûts d'usage, donc qu'ils soient la maintenance ou le carburant, mais on peut aussi rajouter notamment l'assurance, le stationnement. Si par exemple dans certaines villes, il y a du stationnement gratuit pour les véhicules GNV, ça fait partie aussi du coût de la mobilité liée à un véhicule. Donc pour ça, j'ai RDF, mais les outils, tu les mets après à développer un outil qui permet justement de simuler les TCO. Ce qu'on peut en retenir, c'est que le bio-GNV est moins cher que le diesel pour des camions qui font un certain nombre de kilomètres, à partir de 70 000 km par an, tout simplement parce que le prix d'achat est plus cher. Mais le prix d'usage, notamment le carburant, est moins cher. Donc forcément, à un moment donné, les courbes se croisent. Et ça permet pour des camions qui roulent plus de 70 000 km par an d'avoir un TCO moins cher. Pour des bus, ce serait rentable à partir de la 7e année et pour les véhicules utilitaires dès le premier kilomètre. Aujourd'hui, on le voit dans les politiques au niveau national, il n'y a pas de subvention publique à l'achat. Contrairement à ce qu'on peut voir sur l'électrique, on n'a pas de bonus parce que les bonus sont faits, tu l'évoquais au début Magali, sur la base des émissions de CO2. Simplement, les émissions de CO2 constructeurs ne prennent pas en compte l'analyse du cycle de vie. Comme ça l'a été montré avant. On espère que c'est quelque chose qui va changer. Néanmoins, il y a quand même des avantages fiscaux, sans rentrer dans le détail, mais il y a la bonification de l'amortissement jusqu'à 60%, et également une taxe réduite sur le carburant via la TICPE. Donc il y a quand même des avantages fiscaux qui permettent de réduire le coût complet. Amandine, j'ai une question qui me demande si la TICGN est-elle aussi remboursée. Est-ce que ça fait partie aussi des avantages? Oui, pour moi, peut-être que GRDF pourrait mieux répondre que moi, mais pour moi, il y a également des avantages sur la TICGN, sur le bio, sur l'aspect carburant en tout cas. Mais oui, sur les usages. Je me permets d'intervenir, je crois que c'est ça, hein, c'est sur les usages mobilité, c'est bien remboursé, c'est ça. Oui, et un petit complément, on était au rallye Pays de la Loire, on a eu le témoignage des transporteurs Breger qui sont très présents en Mayenne, mais qui rayonnent sur tout l'Ouest et toute la France. Il indiquait que lui, il est capable de proposer à ses clients le même prix que le diesel en bio-GNV. Donc ça, c'est un point quand même qui montre que le modèle économique a été trouvé et qui explique aussi qu'il y a un moindre subventionnement de l'État parce qu'on peut rouler propre pour, si les usages sont bien calibrés, pour le même prix que du diesel. D'accord. Merci. La suite? Oui, on peut passer à la suite. C'est un cas,
la slide suivante montre aussi un autre exemple sur des véhicules plus légers que les transports Breger sur Jussieu, donc sur des ambulances, sur des véhicules de transport, qui économisent plus de 1 000 € par an, notamment sur l'aspect carburant, car on le disait avant, ils consomment moins. C'est inscrit à côté, on est à 3,8 kg au 100 km pour un peu moins d'1 € par kilo, donc ce qui permet quand même des économies de carburant assez importantes. Et ensuite, pour finir sur cette première partie, les leviers, concrètement, qu'est-ce que vous, en tant que collectivité, en tant que communauté de communes notamment, vous pouvez mettre en place pour faciliter l'émergence du bio-GNV? Ça peut se faire, alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de la loi LOM, des plans climat, des plans mobilité, des plans global déplacement, etc. Parce que ce n'est pas l'objet, je pense que vous connaissez déjà tous ces outils de planification, mais l'important que dans ces outils de planification du territoire, vous puissiez justement y intégrer ces leviers qui permettent du coup de développer bio-GNV sur votre territoire. Donc d'un côté, vous en tant que collectivité, il y a 2 grands rôles. Il y a d'un côté faciliter l'émergence des projets et l'évolution des pratiques, et de l'autre côté, vous en tant que collectivité, vous êtes déjà générateur de déplacement, donc vous avez aussi un rôle d'exemplarité sur vos propres usages. Donc du premier côté, sur l'aspect émergence de projet, il y a déjà l'aspect animation des rencontres des acteurs locaux. Je vais prendre un exemple concret. Nous sommes en partenariat avec l'agglomération de Saint-Nazaire et on co-anime justement, on a déjà animé des rencontres avec les transporteurs. Et pour nous, en tant que syndicat d'énergie, des fois on n'est pas connu des transporteurs ou des entreprises locales. Et le fait de travailler avec les services, notamment du développement économique de l'agglomération, ça nous permet d'inviter de co-inviter du coup les acteurs du territoire, et ce qui permet aussi de faire connaître les démarches au niveau des territoires. Donc il y a déjà ce rôle d'animation. Vous pouvez aussi avoir, notamment dans les plus grandes métropoles, un rôle de développement des zones à faible émission pour justement, on parlait avant de l'accessibilité en centre-ville, donc ça permet aussi, par un levier de contrainte, de faire changer ces pratiques-là. Certaines agglomérations ou communautés de communes ont aussi investi dans les stations GNV, c'est aussi une possibilité. Faciliter la recherche de foncier parce qu'une station GNV se doit d'être bien placée. On parle souvent de poids lourds, après on verra, il y a aussi des plus petites stations, mais c'est un enjeu aussi assez fort de trouver le bon foncier au bon endroit. Et une autre possibilité aussi dans vos politiques, notamment de déplacement, dans vos politiques de mobilité, c'est de faciliter la vie des usagers de véhicules propres. Ça peut être du stationnement gratuit, par exemple, dans le cadre de livraison urbaine ou même pour les particuliers. Voilà, c'est un des exemples que vous pouvez activer en tout cas comme levier. Sur l'aspect exemplarité, vous avez des flottes publiques, que ce soit en propre ou au travers vos marchés publics. Là, je pense notamment, ça peut aller de vos propres véhicules comme les bus, mais également dès que vous avez des chantiers, il y a tous des véhicules, les véhicules tout-petits, tous les véhicules qui peuvent être liés à des chantiers. Donc ça aussi, c'est des choses que vous pouvez intégrer dans vos marchés publics. Et on pense souvent aux bennes à ordures ménagères, car ce sont des véhicules qui fonctionnent au gaz. L'exemple de Rennes est un bon exemple. Et ce sont des véhicules fortement consommateurs. Donc ça facilite aussi l'émergence des stations. On en parlera après, mais pour avoir une station qui soit rentable, il faut des usagers, et les bennes à ordures ménagères sont de très forts consommateurs et peuvent vraiment faciliter l'émergence d'une station. Un autre axe aussi, où on revient du coup plus dans la chaîne de valeur, on va parler de transformation du coup de déchets en biométhane pour vraiment raconter toute l'histoire sur un territoire. Et du coup, dans la slide d'après, si tu peux la passer, Mickaël, on a remis les obligations de renouvellement en tant qu'acteur public. Donc, comme ça a été dit au début, vous êtes soumis à des obligations, des parts minimales de véhicules à faible émission lors des renouvellements de vos flottes dans le secteur public. Sur les véhicules légers, donc on appelle ça les véhicules à faible émission. Simplement, le véhicule GNV n'est pas dedans pour les raisons qu'on a évoquées avant, parce que ce n'est pas basé sur l'analyse du cycle de vie. Néanmoins, sur les véhicules lourds, il y a des obligations. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, mais ça concerne surtout les bus et les cars et les poids lourds. Néanmoins, il n'empêche que
on voit dans les collectivités, on est entre 20 à 37%. Il y a tout le reste de la flotte qui peuvent être également renouvelés. Et puis le CML, Marine vous parlera justement de son cas. Ils ont justement mis le bon carburant en bon usage. Donc, ça n'est pas un frein au développement du GNV dans vos flottes. C'est juste que ça ne répond pas à cette obligation-là. En tout cas, pour le moment, on espère que ça évoluera un jour. Merci. Je ne sais pas s'il y a des questions avant de passer à la phase d'après. Sur cette partie-là en tant que telle, non, il y avait, on y reviendra, mais il y avait d'autres questions qu'on pourra peut-être évoquer plutôt à la fin, pas spécifiquement sur la classification des véhicules. Donc, on peut passer à la suite. Ok. Alors, on voulait vous parler aussi de concrètement comment aussi on peut faire émerger des stations de territoire et quelles actions est-ce qu'on peut mettre en place. Mais en préambule, on voulait vous dire c'est quoi une station, parce que si vous n'en avez jamais vu, c'est toujours intéressant de savoir de quoi est composée une station. Ça ressemble déjà à une station, ça peut, en tout cas, on verra après les différents types, mais ça peut ressembler à une station tout à fait classique de carburant. C'est raccordé, déjà la première chose, c'est raccordé au réseau de gaz. En tout cas, quand on parle de gaz naturel compressé, on le raccorde au réseau de gaz généralement de GRDF, au réseau de gaz public. Après, on a une partie comptage du gaz. Ce gaz-là, qui est environ à 4 bars dans les réseaux, est compressé ensuite avec un module de compression à environ 250 bars, parce que dans les véhicules, vous avez des bouteilles à 200 bars. Donc ce gaz-là, il est compressé et après, il est stocké dans des bouteilles de stockage. Et après, on a ce qu'on appelle la borne de distribution qui permet de brancher le véhicule avec un pistolet tout à fait classique. Donc là, les photos que je vous ai mises, c'est les photos de la station de Saumur qu'on allait voir la semaine dernière. Donc je te laisse passer à la slide d'après qui montre un peu les différents types de stations. On a des stations de toute taille et également de tout type de remplissage, qu'ils soient lents ou rapides. J'ai pris l'exemple pour les plus petites, qu'on pourrait appeler des micro-stations de Nantes Métropole, qui doivent en avoir une petite dizaine sur leur territoire, parce que quasiment tous leurs véhicules légers sont au gaz, enfin peut-être pas tous, mais en tout cas une bonne partie sont au gaz. Donc ils ont des stations en arrière-cour de leur site. Donc là, on est plutôt sur des petites stations. J'ai mis des ordres de grandeur au niveau du coût. Entre deux, on va avoir des stations, des moyennes stations, donc véhicules légers mutualisés, mais ça, je ne vais pas trop en parler parce que Marine la présentera. La station que j'ai mis en photo, c'est la station du CML que Marine vous présentera. Et après, on peut aussi avoir des stations poids lourds. Donc là, qui sont un peu plus importantes, qui sont de l'ordre de 1 million, 1,5 million. Et comme je le disais avant, pour rentabiliser ce type de station, il faut des engagements de la part notamment des transporteurs. Et ils font environ une vingtaine, voire une trentaine de poids lourds par jour. Donc c'est pour ça qu'après, on va parler des animations et de comment, du coup, animer et faire en sorte qu'il y ait des engagements. Et le jour où on ouvre la station, qu'il y ait du monde qui vienne s'y avitailler. On a eu un témoignage de Saumur quand on allait au Pays de Loire à la Énergie Tour qui disait que là, ces derniers mois, ils sentent qu'il y a vraiment de plus en plus de monde et même des gens qui ne s'étaient pas engagés avant ont au final acheté des véhicules et certains qui s'étaient engagés n'en ont pas acheté. Mais in fine, ils se retrouvent quand même dans leur business model. Donc du coup, ils sentent quand même qu'il y en a de plus en plus et même au niveau des concessionnaires véhicules, ils sont de plus en plus sollicités sur des véhicules au gaz. Donc on sent que vraiment on est au début de la montée en charge, voire déjà bien avancé. En complément, ce qui est important aussi de dire qui n'a pas été mis sur cette slide-là, c'est qu'il existe aussi des stations plus à remplissage lent à destination des bus et des bennes à ordures ménagères qui peuvent répondre aussi à des besoins de collectivité où là, du coup, les véhicules sont branchés le soir et récupérés le matin avec les réservoirs remplis. C'est vraiment une station en fonction de l'usage qu'on va avoir sur le territoire. Je pense que je vais devoir accélérer parce que le temps passe. Je veux juste compléter un instant, et ça va encore pour le timing.
on n'est pas si mal, je crois. On a fait intervenir la semaine dernière pour le webinaire entreprise une jeune start-up du Mans qui s'appelle Mazira, qui propose aussi là du coup des solutions, on va dire de stations plus ou moins temporaires aussi selon le choix, avec une mise en service très rapide, donc sans génie civil, pour être assez réactif et pouvoir être au plus proche, qui peuvent être soit des stations des collectivités ou même d'entreprises donc qui voudraient privatiser une flotte, donc avec un réseau comme ça mutualisé et un petit peu on va dire de smart, comme on peut dire aussi un peu d'intelligence là-dessus numérique, avec la possibilité de réserver son temps de plein et des éléments comme ça. Donc c'est aussi assez intéressant. Si ça intéresse certains, je pourrais aussi communiquer sur le support de cette société assez réactive pour compléter aussi l'offre de stations existantes aujourd'hui et leur développement. Voilà, excuse-moi Amandine, je t'ai coupé, je te propose de continuer. Pas de souci. Sur le 44. Donc en tout cas, en 44, au début, on avait une vision un peu, on souhaitait avoir un schéma de déploiement de stations. On disait, voilà, il nous faut la carte avec des stations à tel ou tel endroit. Et en fait, au fur et à mesure, on s'est rendu compte que oui, c'était important d'avoir cette vision pour avoir une couche un peu stratégique pour mailler le territoire. Mais en fait, en échangeant avec les territoires, avec les transporteurs, on s'est dit, en fait, ça va se faire aussi en fonction de l'appétence de certains territoires à y aller en tout cas en priorité, avoir des transporteurs qui permettent du coup de faire l'usage de la station et donc d'avoir des exploitants qui viennent exploiter la station. Donc au début, on a vraiment travaillé sur déjà l'émergence et animer les parties prenantes. Alors, on n'a pas mis toutes les parties prenantes, mais c'est important de mettre autour de la table, que ce soit GRDF, les fédérations de transporteurs, marchandises et voyageurs. Souvent, on a tendance à peu oublier le transport de voyageurs, mais ils sont de plus en plus sollicités, des fois au niveau régional, pour passer au GNV. Donc, ils ont besoin aussi de ces stations-là. Mais également, quand je parle des parties prenantes, on va aussi retrouver du coup les communautés de communes, des associations de clubs d'entreprise. Donc voilà, il y a tout déjà cette partie émergence, toute cette animation au niveau du territoire. Mais, si tu peux revenir sur la slide, s'il te plaît, merci. Et du coup, en fait, on s'est rendu compte, on a fait une enquête auprès de l'ensemble du territoire qui nous a permis un peu déjà d'identifier les zones où il y avait des intérêts un peu plus forts, où il y avait des transporteurs qui étaient un peu plus intéressés, des communautés de communes aussi qui étaient plus intéressées. Et de là, du coup, on travaille vraiment après sur le territoire avec des petits déjeuners ou des temps d'animation, des temps de rencontre qui permettent de prendre la température et puis d'aller un peu plus loin. Et après, sur la mise en œuvre technique, en tout cas, ça c'est un choix qui a été fait chez nous, c'est une SEM, une société d'économie mixte qui s'appelle Sidala Énergie 44, qui derrière reprend le sujet technique avec les études de faisabilité, études de sol s'il y a besoin, et puis après, réaliser un marché de travaux pour trouver la personne qui va venir construire la station et la personne qui va venir l'exploiter. Donc voilà un peu comment on fonctionne. On a quand même une carte d'une couche un peu stratégique. Tu peux passer éventuellement sur la carte d'après. On sait qu'il faudra mettre une station parce qu'il y a du transit, parce qu'il y a du monde, mais après il y a aussi des projets plus ce que j'appelle à l'opportunité. Je vais prendre le cas dans Sud-Loire, il y a 2 stations qui sont plus à l'opportunité, où c'est d'un côté, on a un transporteur de voyageurs qui souhaite avoir une station, mais qui ne souhaite pas forcément l'avoir en propre et le faire soi-même parce que ça coûte de l'argent, parce que ça prend du temps, parce qu'il faut l'exploiter. Et donc, du coup, il préfère travailler et déléguer cette partie-là. Et surtout, ça permet d'avoir du coup une station publique qui peut être qui peut être utilisée du coup par tous. Et d'un autre côté, on a un projet en lien avec une unité de méthanisation qui ont besoin d'une station bio-GNV à côté pour alimenter les camions qui permettront d'aller chercher les déchets sur le territoire. Donc voilà, en tout cas, nous aujourd'hui, comment on fonctionne, c'est vraiment être à l'écoute des territoires et aller construire ensemble la station, la bonne station, le bon dimensionnement pour éviter aussi de faire des stations surdimensionnées à des endroits où il n'y aurait pas forcément besoin.
Merci beaucoup Amandine, et c'est vrai, merci d'avoir complété également sur la partie certaines unités de méthanisation qui recherchent aujourd'hui aussi à co-développer en même temps et à proposer une station publique BioGNV. C'est vrai, et ça peut être aussi des stations privées pour les plus petites unités de méthanisation, mais c'est vrai qu'aujourd'hui les porteurs de projets sur ces unités-là se posent de plus en plus la question, notamment pour donner du sens. Il y a des camions qui opèrent du transport de matière. Effectivement, de les passer au GNV aussi pour être, ou bio-GNV justement, pour être cohérent aussi dans cette notion d'économie circulaire. Donc, Alors, juste un point gênant sur cet aspect-là. C'est très joli d'un point de vue visibilité d'avoir une unité de méta et une station GNV, mais la question de l'usage derrière est très importante. Il faut être sûr d'avoir les usagers et pas juste la coller à côté pour faire beau, mais la mettre au bon endroit pour être sûr quand même qu'il y ait des usagers derrière. Il y a toujours ce point de vigilance à avoir. Quitte à ce que ce soit une station plutôt privative, justement, plus petite, plus privative, si elle n'a d'usage que pour l'unité de mutualisation, si elle est située en dehors on va dire, d'un flux de véhicules qui pourraient l'utiliser, évidemment. Ouais, tout ça est à regarder toujours au plus proche. Ouais. Voilà. On va proposer. C'était bon, Amandine? C'est bon pour moi. On va proposer à Marine Adrion du syndicat intercommunal d'énergie du Maine-et-Loire de nous rapporter son expérience, l'expérience son syndicat justement sur la mise en place d'une station mutualisée. Oui, merci Mickaël. J'espère que vous entendez tous bien. Du coup, l'idée, là, comme l'a précisé Mickaël, c'était après toutes ces informations que vous avez eues, de voir un exemple concret de comment on fait pour changer sa flotte vers des véhicules plus propres et puis du coup d'essayer de voir si en plus on peut créer une station GNV mutualisée, ça peut être pas mal. Donc tout d'abord, dans cette première slide, je vais essayer de vous présenter rapidement le contexte dans lequel s'est lancé le projet. Donc d'abord, nous, c'était vraiment un projet assez politique au niveau du syndicat, donc dans le 49. Notre directeur était vraiment porté sur les questions d'électromobilité et puis de mobilité durable. Donc il a un petit peu impulsé les choses pour du coup d'abord, dans une première étape, convertir une dizaine de véhicules diesel en véhicules électriques. Mais ensuite, on a bien vu que ça ne pouvait pas suffire à tous les usages, donc les réflexions se sont un petit peu élargies et on a du coup commencé à réfléchir sur le gaz, notamment avec un plan stratégique gaz en 2015-2020, donc qui visait du coup à définir des axes de travail pour développer les usages du gaz naturel, dont la promotion du GNV et du bio-GNV. Et du coup, le résultat de ce plan, en fait, finalement, ça a été de se dire qu'on allait acheter des véhicules au biogaz, enfin, du coup, au gaz, et puis du coup, peuvent fonctionner au biogaz, et puis du coup, pour les avitailler, de se créer une station sur notre site, un peu privative, pour du coup pouvoir les alimenter. Donc, c'était vraiment un pari, en fait, un petit peu risqué peut-être au départ, puisqu'il n'y avait pas trop d'exemples ailleurs de ce type de station en France. Et donc, en fait, l'idée, c'était vraiment de tester pour ensuite voir si ce modèle pouvait être répliqué ailleurs sur d'autres territoires, sur le département et puis dans la région aussi, ça peut être possible. Voilà, donc Mickaël, si tu veux bien passer la slide suivante, on va parler des véhicules. Donc parce que du coup, il y a eu vraiment cette réflexion sur les deux volets, vraiment l'aspect véhicule et puis l'aspect station qui ont émergé dans le même temps. Puisque le biogaz, du coup, a été vraiment la réponse pour certains usages des agents du CML, pour lesquels la voiture électrique, en fait, ne pouvait pas répondre à leurs besoins, puisqu'on a du coup plutôt des agents qui font des trajets seulement domicile-travail, où là, du coup, le véhicule électrique peut être une réponse. Et puis, on a aussi des agents, du coup, les chargés d'affaires, qui sillonnent tout le département, et donc pour lequel le véhicule électrique, ça ne suffisait pas forcément. Donc, c'est là que le bio-GNV intervient. Et qui nous a du coup donné des réponses avec notamment nos Fiat 500. Donc vous avez une petite image en haut de la slide qui montre les véhicules qu'on a en majorité au CML qui fonctionnent au biogaz. Donc ces véhicules-là, ils ont environ 250 km d'autonomie au GNV. Et puis ensuite, on a une réserve d'essence qui nous permet aussi en secours d'avoir un certain nombre de kilomètres. Dernièrement, on a aussi acheté une Seat Leon qui fonctionne aussi au bio-GNV. Et donc là, c'est l'inverse. En fait, on a beaucoup plus de kilomètres d'autonomie au GNV et un petit peu moins en essence. Mais du coup, c'est aussi plus vertueux puisqu'on utilise plus de gaz pour rouler.
Voilà, et donc j'ai complété aussi la slide avec les autres véhicules qu'on a au CML, donc des véhicules plus électriques, du coup des Zoé, et puis un petit fourgon et des vélos qui du coup ont moins d'autonomie, donc qu'on utilise spécifiquement pour les usages plutôt restreints ou autour d'Angers où on va pas très loin, donc ça suffit. Voilà, et donc au niveau du coût, pour vous donner un ordre d'idée, acheter une Fiat 500, là, donc on en avait acheté 17, ça coûtait 17 000 euros par véhicule. Donc c'était en 2017. Aujourd'hui, je pense que du coup, les véhicules ont un petit peu évolué et du coup, ça s'est un petit peu démocratisé aussi, donc ça peut aussi avoir baissé. Et puis au niveau financier, on s'y retrouve plutôt pas mal, puisqu'au niveau du carburant, le kilo de bio-GNV, c'est 1,12 € par kilo. Et il y a 12 kilos de gaz dans une Fiat. Donc finalement, ça nous fait des pleins à 14 € environ, donc ce qui est pas négligeable. Voilà, ce que je voulais vraiment, oui, je vous avais mis aussi les modalités d'acquisition des véhicules. Ça peut vous donner des idées si jamais vous vous projetez pour acheter ou louer du coup des véhicules. Les Fiat, on les avait achetés parce qu'il n'y avait pas d'autres modèles de financement ou d'acquisition à l'époque. Peut-être que ça a évolué, je ne sais pas exactement où ça en est. Et puis les véhicules électriques, du coup, c'est les contrats de location longue durée. Donc peut-être qu'on arrivera sur les mêmes modèles pour les véhicules au gaz, je ne sais pas, dans les prochaines années. Et ce qui est vraiment important, c'est vraiment voilà, de réfléchir en termes d'usage pour essayer d'optimiser du coup les énergies et les utiliser au bon moment pour les bons usages. Le réflexe bio-GNV dans les collectivités, c'est peut-être pas encore vraiment développé, mais ça va venir. Et puis du coup, le territoire va se mailler en stations et donc il y aura beaucoup plus de facilité à passer au biogaz. Voilà, donc maintenant qu'on a parlé des... Oui, vas-y, je t'écoute. Oui, j'avais juste moi, oui, les locations longue durée sur les véhicules aujourd'hui, elles sont possibles aujourd'hui sur Ok. là, je vois les véhicules Seat et Fiat. A priori, il y a pas de souci. J'avais une petite question par rapport à l'autonomie des Fiat 500. Est-ce que à l'usage, tu sais si quand même les agents optimisent le GNV versus l'essence, ou justement ils utilisent souvent le réservoir d'essence. Est-ce que tu as quelques retours là-dessus? Ouais. Pour dire voilà, j'essaye quand même d'optimiser un maximum la consommation de GNV. Quand j'ai pas le choix, je passe à l'essence. Est-ce que tu en sais un peu plus Alors, là-dessus? la consigne, c'est vraiment d'essayer d'optimiser au max l'utilisation du GNV. En quelque sorte, ils n'ont pas vraiment d'excuse puisque la station est sur le site du CML. Ouais. Donc, s'ils viennent au travail, en fait, ils ont la possibilité de faire le plein et du coup d'essayer d'anticiper un petit peu leur déplacement à venir. Ça arrive parfois qu'on arrive sur de l'essence, mais c'est quand on fait des grands déplacements qu'on a fait en Nantes, puis qu'on doit repartir tout de suite ailleurs en déplacement. Là, ça arrive que du coup, on passe sur la réserve. Mais normalement, on arrive vraiment à essayer de rouler au maximum au GNV. Donc, c'est Ouais, plutôt un bon point, ça. Ouais. rassurant à l'usage. C'est rassurant à l'usage de savoir que on risque pas de tomber en rade en fait. C'est ça. Mm. Ce côté un peu hybride, il est Oui. intéressant quand même. Super. Mm. Donc voilà la station qu'on a sur le site, donc qui nous permettait, qu'on a dû créer en fait, parce que du coup il n'y avait pas d'autre site d'avitaillement en fait au GNV à Angers en 2017. Là il n'y avait pas de station. Donc là, vous voyez ce que ça donne. Vous avez le petit module de compression qui est relié au réseau de gaz de ville. Vous avez les deux places sur lesquelles vous pouvez stationner qui sont en verte. Et puis le petit pistolet du coup d'avitaillement qui vous permet de faire le plein dans votre voiture. Du coup, cette station, elle est vraiment juste derrière c'est sur notre parking, juste derrière le bâtiment. Donc c'est vraiment possible quand c'est des petites tailles de station, il n'y a pas trop de réglementation à texte, etc. Ça permet vraiment si vous avez de l'espace disponible sur vos sites, de pouvoir les installer proches de vos établissements. Peut-être combien de mètres Voilà. carrés, Marine, peut-être précise, parce que bon, pour ceux qui sont allés sur place, on sait combien ça fait, mais peut-être pour donner un ordre c'est voilà, c'est combien de mètres carrés il faut pour une petite station comme Alors, ça. je sais même pas. Je sais même pas exactement combien de mètres carrés ça fait. C'est 2 places de parking, alors ça doit faire 2 plus 2, 4, plus la même chose pour le conteneur. Donc ça fait 2, 4, 80 6 mètres sur. carrés, Ouais, c'est peut-être pas très 80 grand, mètres hein. carrés, On 100 mètres pourra carrés à peu vous. près Oui. maximum quoi. Et puis je pourrais Sur vous renvoyer si vous êtes cette intéressé, du taille-là. coup, rajouter les vraies dimensions de la station. Pas de souci. Non, ça donne déjà une idée, même le plan masse comme ça donne aussi une idée de l'emprise au sol, justement, c'est assez clair, ouais. C'est ça.
Voilà, donc la station, donc voilà, ça donne aussi une information, c'est que c'est vraiment dimensionné pour les véhicules légers et les véhicules utilitaires. On n'a pas prévu du tout enfin, un poids lourd ou une bombe peut pas se ravitailler ici, c'est pas possible. Donc ça donne aussi une idée de la taille de la station. Après, c'est tout à fait possible d'envisager, enfin, voilà, le même module mais positionné différemment qui pourrait accueillir du coup des poids lourds, ce serait possible. Voilà. J'ai une Donc question, ça, Marie, c'est sur le fait, oui. est-ce que c'est une station à recharge lente ou rapide? Alors, c'est rapide. Du coup, le gaz, en fait, il arrive, du coup, vous voyez à droite l'alimentation gaz client. Donc, ça, c'est le réseau gaz de ville qui arrive dans le conteneur. Et là, on a un compresseur qui nous permet, du coup, de compresser, de faire monter le gaz à 200 bars et de ravitailler, du coup, enfin, dès qu'on se branche, en fait, le gaz arrive tout de suite pour un plein d'une voiture, enfin, d'une Fiat. Là, on n'en a même pas pour 5 minutes pour faire le plein. Donc, c'est rapide. Après, si du coup toutes les voitures du CML sont passées les unes après les autres, enfin, voilà, il faut laisser le temps au compresseur de refaire les stocks pour que le gaz se comprime. Mais normalement, il n'y a pas trop de soucis au niveau de la rotation des voitures. On arrive à avoir de la recharge rapide globalement tout le temps. Super, Voilà, merci. donc ça, le petit plan, on va pouvoir passer à la station, à la slide suivante, pardon. Donc, comme on l'a dit au début, du coup, cette station elle est portée par le CML, donc elle est sur le site, mais elle est aussi mutualisée avec d'autres partenaires. Donc, au début, on n'en avait pas beaucoup, hein, c'était vraiment des partenaires vraiment à proximité. Petit à petit, on a augmenté le nombre de partenaires qui viennent s'avitailler à la station. Donc, on le voit au niveau des consommations en gaz, notamment. En fait, dans les premières années de la station, là, du coup, en 2017 et 2018, on avait environ 75% de consommation de gaz qui était portée par enfin, les Fiat du CML. Et du coup, 25% avec les partenaires extérieurs qui venaient s'avitailler. Et aujourd'hui, on arrive plutôt, là, 2019-2020, sur une consommation à peu près à 50-50. Donc, on voit que la station, elle est vraiment utilisée par nos partenaires. Ils viennent s'avitailler et ils y trouvent un intérêt. C'est comme au niveau du nombre de véhicules, du coup, il a augmenté. Hein, les différents partenaires, finalement, ont acheté un autre véhicule en plus, se sont dit qu'il y avait quand même quelque chose à faire là-dessus. Et du coup, il y a eu notamment les Seat Leon, là, c'est assez récent. Et donc, du coup, là, on a pu avoir de nouveaux véhicules qui s'avitaillent sur la station. Donc voilà là-dessus. Donc c'est plutôt un modèle qui marche. Hein. On voit que ça marche. Du coup, il va falloir qu'on réfléchisse peut-être. Du coup, on ne pourra pas aller non plus à beaucoup plus que 40 véhicules par véhicule sur la station qui s'avitaille. Donc il faudra peut-être du coup réfléchir à d'autres stations à positionner autour d'Angers. Donc il y a des projets qui sont en cours pour essayer de mailler un peu plus le territoire. Voilà, donc ensuite, je voulais juste vous rappeler, là, si vous êtes dans l'optique de vous mettre à créer une station sur votre site, quelques grandes étapes clés, du coup, pour monter une station. Du coup, la première étape, c'était vraiment de dimensionner l'installation. On l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, donc nous, c'était vraiment une contrainte de place et d'espace. On ne pouvait pas construire une station plus grande que pour les véhicules légers ou les véhicules utilitaires. Ensuite, il faut bien dimensionner. Donc ça, nous, on a un collègue, Benoît Delanoux, qui est spécialiste des stations GNV et qui, du coup, a pu dimensionner en fait la station au niveau de la compression, voilà, au niveau du stockage, pour adapter vraiment ce qu'il nous fallait pour les usages qu'on allait en avoir. La deuxième étape, c'était d'assurer le talon de consommation du gaz. Donc ça, c'était bon au niveau de la flotte des agents du CML qui nous permettait d'avoir 17 véhicules qui viennent toute l'année s'avitailler. Ça nous permettait de un petit peu rentrer dans nos frais et du coup de diminuer un petit peu l'impact un peu lourd que peut avoir l'investissement au début. Et il a fallu ensuite gérer toute la partie partenaire, donc aller du coup faire connaître la solution, signer des conventions, distribuer les badges, et puis ensuite au quotidien gérer la facturation et puis les partenaires, ils ont une vraie exigence de qualité du service, puisque souvent, du coup, les véhicules qu'on a là qui viennent s'avitailler, notamment les utilitaires, c'est vraiment c'est l'outil de travail des différents partenaires. Donc, on a vraiment il faut réagir très, très vite au niveau de la maintenance quand on a des pannes. Donc, ça, c'est vraiment un point important à avoir en tête. Et puis, juste quelques chiffres là pour vous donner une idée. On a, du coup, la station, elle a coûté 137 000 €, donc station et VRD. Et au niveau du fonctionnement annuel, on est à 30 000 € par an. Donc, ça comprend l'amortissement de la station, la fourniture du gaz, la maintenance. Voilà. Et puis, les recettes qu'on a, c'est du coup, ça vient de la consommation du gaz. Voilà. On peut passer à la slide suivante, Michael, si tu veux bien. Oui. Pardon, je regarde les questions en même temps. Ah oui, pardon, pas de souci. C'est pour ça que non, mais merci. Je voulais juste faire un petit focus là sur la fourniture d'énergie. Donc, on achète du gaz, on a un contrat avec un fournisseur.
Et nous, dans la démarche, c'était vraiment important d'avoir que du bio-GNV qui était du coup distribué à la station. Donc en fait, ça passe par un petit mécanisme, c'est l'achat de garantie d'origine. Donc en fait, dans notre contrat, on a bien précisé qu'on voulait tant de kilos de gaz qui soient certifiés bio-GNV. Donc ça passe aussi par un petit affichage sur la station. Et puis ça nous permet du coup d'avoir un petit peu, enfin ça nous sert aussi au niveau marketing, hein, nous et puis nos partenaires, de pouvoir floquer notre véhicule en disant que c'est du bio-GNV. Ça nous permet de faire de la communication là-dessus. Et du coup, c'est aussi un point intéressant à avoir au niveau des collectivités qui peuvent aussi répliquer les mêmes modèles. Voilà, donc même si tout va bien, là, dans tout ce que je viens de dire, ça a l'air super cette solution, il y a quand même quelques petits points de vigilance à avoir en tête, hein. Notamment au niveau de la maintenance, il ne faut pas sous-estimer les pannes et la gestion de ces pannes au niveau des prestataires extérieurs. Il faut aussi des moyens humains. Donc c'est vraiment, nous initialement dans notre contrat, c'était un contrat de construction de la station et pas du tout de maintenance. Donc en fait, on les a gérés à part. Aujourd'hui, on a des contrats en direct avec 2 prestataires pour la maintenance, donc un plutôt pour la maintenance préventive et premier niveau et un autre pour le gros entretien. Et donc ça, aujourd'hui, si on devait le refaire, on grouperait les deux parce qu'il ne faut vraiment pas sous-estimer la phase d'exploitation. Et du coup, aujourd'hui, il y a pas mal de contraintes de coordination entre les différents acteurs et ça peut parfois créer des ralentissements. Enfin, on n'est pas forcément très, très réactif du coup pour gérer les pannes notamment. Juste un petit point sur la facturation, pareil, il fallait on n'a pas vraiment, c'est notre service finance qui fait la facturation, ça demande du temps et si le nombre de badges distribués, du coup de partenaires qui venaient s'avitailler sur la station venait à augmenter énormément, il faudrait aussi qu'on trouve des solutions puisqu'on ne peut pas non plus solliciter notre service des jours et des jours pour faire la facturation, elle est semestrielle aujourd'hui. Voilà, donc si on a des demandes pour faire une facturation mensuelle, ça pourrait être plus compliqué, notamment pour assurer le service derrière. Et puis, tout dernièrement, on a des exigences au niveau de la métrologie légale qui arrivent. C'est des choses, on va avoir des nouvelles obligations de certification qu'on n'avait pas anticipées. Et donc, c'est aussi un petit point à avoir en tête de vigilance qu'il faut qu'on va peut-être devoir réinvestir en fait pour du coup mettre à jour notre pompe. Donc voilà, c'est aussi des petits éléments à avoir en tête sur lesquels on peut partager si vous avez en tête de passer à la création d'une station GNV. On sera à disposition pour répondre à vos questions. Voilà, je ne sais pas au niveau du timing comment on est, mais j'ai une dernière slide pour juste vous partager les retours d'expérience de nos usagers, donc nos agents, hein. Donc on a 17 véhicules qui tournent tous les jours, qui s'avitaillent à la station, donc ils sont globalement contents. Donc ça fait écho du coup à tout ce qui a été dit auparavant dans le webinaire, hein. Donc il y a des avantages au niveau environnemental, au niveau économique, c'est aussi très bien. Et puis ce qu'on note vraiment en point positif, c'est qu'il n'y a pas de rupture technologique en fait entre une voiture thermique et une voiture au gaz. Donc ça facilite vraiment le changement de véhicule et les comportements s'adaptent très facilement. Il reste quand même pour l'instant aujourd'hui un petit stress quand même lié à l'autonomie, hein, on en parlait juste avant, puisque le réseau de stations n'est pas vraiment très développé. Donc voilà, l'avantage des véhicules hybrides, c'est que ça réduit un petit peu ce modèle, mais si on essaye de rouler au bio-GNV au maximum, ça peut être une petite source de stress. Voilà, et donc nous au niveau du CML, après toute cette expérimentation du coup qui est plutôt positive, hein, on voit que le véhicule au biogaz ça marche, du coup la station mutualisée ça marche aussi, du coup ça nous donne envie de continuer dans cette voie et du coup d'essayer de continuer à animer et partager ce retour d'expérience. Donc on agit plutôt sur le département du 49, mais on travaille aussi beaucoup avec les autres syndicats de la région. Du coup on travaille aussi avec Amandine, les autres syndicats en Vendée, en Mayenne sur ces questions du GNV. Et puis du coup, on réfléchit même à essayer d'accompagner les collectivités pour mettre en place des stations du même type que celles du CML sur leur territoire pour du coup essayer de passer au GNV le plus de flotte possible et puis de faire bénéficier en fait de la flexibilité qu'on a dans cette station qui est finalement assez modulable et on peut en faire un petit peu ce qu'on veut, qui peut du coup être un modèle qui répond à pas mal de besoins aujourd'hui sur les territoires. Voilà. Je crois que le temps imparti est terminé. Très concret, c'est vraiment bien d'avoir vraiment ce retour terrain. Alors j'ai deux questions un peu identiques autour de la capacité de la station à accueillir des véhicules supplémentaires, mais je crois que tu y as répondu, hein, ça commence à être un peu limite, c'est ça, hein? Là, on a encore un petit peu de marge, il n'y a pas de souci parce que du coup, les véhicules ne viennent pas s'avitailler tous les jours.
Mais la station, elle, ouais, elle a un pic, si je ne me trompe pas, hein, il faudra que je vous reconfirme ça, c'est 40 véhicules jour. Donc aujourd'hui, si tous les véhicules viennent tous les jours, ça, voilà, on est au max. Aujourd'hui, c'est pas le cas, hein. Les personnes ont un peu plus d'autonomie, donc ça permet de tourner, mais voilà, on est arrivé un petit peu à un pic. Ok. Il faudra penser à répliquer la station Mais ailleurs. peut-être une question, vous avez la possibilité d'ajouter du stockage ou pas pour augmenter la capacité? Alors, ce sera peut-être une contrainte de... Je pense qu'on peut le faire, mais il faudrait rajouter un module. Et là, du coup, ça va peut-être poser problème parce qu'il n'y aura pas assez de distance, je pense, entre le bâtiment et le stockage. Il faudrait voir ça, mais je pense que c'est compliqué. Je pense que ce sera compliqué de rajouter du stockage sur le même site. Mais disons que pour d'autres, comment dire, les collectivités qui souhaiteraient Ah oui, avoir une station modulable, c'est un petit peu ce que tu disais. ah oui, oui. On peut prévoir la place et se dire, bah, si jamais la dynamique est lancée, qu'il y a de plus en plus d'entreprises et de collectivités, d'acteurs qui viennent s'avitailler, prévoir la place pour pouvoir monter en charge à atteindre 80, 100 Oui. véhicules par jour, quoi. Oui, oui, ça tout à fait. Cette solution, s'il y a de l'espace et si les réglementations ATEX sont bien respectées, il n'y a pas de souci, on peut rajouter des bouteilles de stockage. En fait, c'est juste rajouter des bancs de bouteilles et du coup, ça, oui, tout à fait, c'est complètement possible. Et c'est d'ailleurs ce qui est intéressant dans cette solution. C'est que si on ne sait pas trop où on va, et ben, on teste et après, petit à petit, on augmente progressivement la capacité. Marine, j'ai une question sur je ne sais pas si tu as ce niveau d'information, toi, à ton échelle, sur les garanties d'origine certifiées France ou locales, et s'il y a un surcoût spécifique sur ces géos. Oui, alors, je reprends mes notes. Oui, les garanties d'origine, elles sont en France. Là, nous, on était sur le premier contrat. Elles étaient à côté dans la région parisienne. Il n'y avait pas de producteur en local. Et je crois que c'était 5 euros du mégawattheure, mais il faudrait que je... Oui, c'est ça, 5 euros du mégawattheure. Donc, il y a un petit surcoût. Mais là, tout est en train de changer dans les garanties d'origine. Oui. Du coup, il faudrait réactualiser un petit peu cette question des garanties d'origine et peut-être que ce serait un sujet spécifique à traiter. Même on aurait de quoi dire pendant tout un webinaire, je pense, pour aller un petit peu plus loin. Et sinon, je On vous va parler. renverrai les personnes qui ont des questions vers mon collègue Benoît Delanoux qui gère ces sujets plus spécifiquement. Très bien, merci beaucoup Marine. Effectivement, là, on va arriver à l'issue du webinaire. J'aurai quelques éléments aussi à vous présenter en guise un peu de conclusion aussi. Je regarde un peu les questions. On a répondu à certaines quand même. Je regarde un peu. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a dû suivre aussi bien le projet du CUML qui dit 80 mètres carrés, effectivement, d'emprise au sol. C'est peut-être Benoît Et qui 15 nous écoute et kilos qui... délivrés en 3 minutes. Non, c'est chez Bruno Coquelin de GRDF. Je pense qu'il a dû regarder d'assez près le projet. Donc 3 minutes d'avitaillement pour charger 15 kilos, si je comprends bien la remarque. On n'est pas vraiment sur une question. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Il y a une partie sur la TICGN, mais ça, j'y ai répondu directement sur le Alors chat. oui, alors justement, j'ai eu un complément d'un de mes collègues qui me précise que la TICGN, en fait, il n'y a pas de remboursement, mais elle est très faible par rapport elle est, comment dirais-je, 10 fois plus faible que la TICGN pour le diesel, mais il y a quand même une petite TICGN. Voilà, c'est ça la réglementation actuelle. Normalement, j'y ai répondu aussi par le chat de manière précise. Donc, tout Ah, le monde doit d'accord, très avoir bien. l'information, c'est-à-dire 7,50 € pour 100 kg de GNV. Effectivement, ouais, on a eu notre petite souffleuse à l'oreille pour ce type d'information. Il y avait des questions sur la valeur de revente des véhicules d'occasion, mais ça, je ne sais pas si certains d'entre vous sont déjà dans cette logique-là, hein, sur comment fixer une valeur de revente d'un véhicule GNV. Je ne sais pas si on est trop en mesure d'y répondre comme ça. Alors, moi, ce que je vois en tout cas, c'est que nous, on s'est posé la question de l'achat de véhicules d'occasion et que le marché, il est encore limité, mais on commence à voir des choses. Alors, aussi bêtement que sur le Bon Coin, on voit des véhicules, quelques Seat, pas mal de Citroën C3 et de Caddy Volkswagen qu'on peut trouver d'occasion et qui ont. Alors après, moi, mon sentiment, c'est qu'il n'y a pas, c'est pas trop pénalisant à la revente. Mais il y a quand même assez peu de profondeur de marché, donc c'est aussi un petit Ouais. peu complexe à évaluer pour le moment. Mais je ne doute pas qu'on arrive comme pour l'électrique avec une valeur résiduelle de revente, avec en plus, je pense, l'intérêt qu'on a
les moteurs, alors je parle sous contrôle de mes collègues peut-être qui m'écoutent, le moteur n'est pas usé, voilà, n'est pas usé comme pourrait l'être une batterie après un certain nombre de cycles de recharge. Et donc, on Ouais. a une assez bonne, comment dirais-je, une assez bonne qualité du véhicule. Je pense au niveau de la CETRAM, au niveau du Mans Métropole, les bus, ce qu'ils disaient, c'est qu'ils arrivaient plutôt à garder davantage leurs bus leur bus GNV que d'autres types de véhicules thermiques. Super, merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Les stations GNV raccordées au réseau peuvent-elles être entre guillemets vides? Donc c'est un utilisateur hein, dans une autre région. J'ai constaté que s'il y a un camion en même temps, je n'arrive pas à faire le plein. Pourquoi? Est-ce que c'est une grosse station? Donc ça doit être lié à la disponibilité du stockage, hein, justement, si je ne m'abuse. Peut-être Amandine ou Magali, un élément de réponse peut-être là-dessus, Oui, sur cet utilisateur. bah là, c'est clairement, enfin, je connais pas ce cas de station, mais pour moi, là, on est sur une problématique de dimensionnement. C'est pour ça que intégrer les usagers dès le début, et qui va aller sur la station, à quel moment. Je vais prendre l'exemple des bennes à ordures ménagères. Si par exemple, on souhaite faire une station pour ce type de véhicule ou pour des bus, il faut qu'on sache exactement quels vont être les pics d'activité pour qu'on puisse calibrer la station de manière à ce que le stockage puisse répondre. Parce que, comme tu le disais, Marine, le stockage est alimenté par le module de compression. Donc, si tout d'un coup, on a trop de monde, bah, on vide les bouteilles, il faut attendre que ça se remplisse à nouveau. Donc, du coup, c'est trouver le juste équilibre au niveau investissement entre le module de compression et le stockage pour répondre aux besoins concrets du territoire. Si tout le monde vient, tout le reste, enfin, si les usagers viennent tout au long de la journée, on peut réduire un peu le stockage, mais si on a des très gros pics, on risque de devoir jouer sur ça. Mais après, là-dessus, on a des bureaux d'études, des gens très bien qui savent faire ces dimensionnements-là. Mais d'où l'importance d'intégrer très vite les gens et les futurs usagers dans la station pour être sûr de répondre à ces usages-là. Merci beaucoup. J'ai une question là du coup surtout plutôt sur une partie adaptation des engins agricoles à venir si ça existe. Cohérence méta-usage. Si je ne m'abuse, il y a effectivement un projet qui doit être quasiment abouti de tracteurs agricoles. Pardon, j'ai plus la marque en tête. Je vais New regarder Holland, c'est New Holland Ça doit être qui New Holland. lance. Merci Magali, oui. Donc eux, ils lancent comment dirais-je, leur véhicule. Alors il y a deux choses. Il y a donc il y a un modèle de tracteur qui peut fonctionner au GNV qui existe. Et d'après ce que je comprends, le châssis peut être utilisé pour plusieurs typologies d'engins agricoles. Après, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le rétrofit, donc le fait de prendre un tracteur ou un véhicule actuel thermique et de le passer au GNV, n'est possible que si l'engin est à l'essence et pas au diesel. Donc ça, c'est quelque chose à avoir en tête également. Et ça, je pense qu'il y a des réflexions en cours. Après, c'est quand même beaucoup plus facile sur des véhicules pas complètement agricoles, disons des poids lourds, que des engins très spécifiques pour le moment. Mais ça peut-être que mes collègues, où on pourra apporter des réponses dans le question-réponse, peut-être à la suite de ce webinaire, peut-être un peu plus précise. Oui, tout à fait. En même temps, je réponds à quelques questions directement sur le chat aussi, où il y a des gens qui apportent des informations aussi. Donc, je le partage aussi pour que chacun puisse en avoir connaissance. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme question? On va arriver de toute façon quasiment au bout. En station, est-ce que le prix du bio-GNV varie en corrélation avec le prix du GNV? Donc, si je ne m'abuse, c'est plutôt vrai en fait, hein, c'est ça. Il y a un lien assez fort entre les deux. Je ne sais pas si quelqu'un peut répondre précisément. Je suis peut-être un peu court là-dessus. Entre le prix du bio-GNV et le prix du GNV? Oui, s'il est bien toujours en corrélation en fait, c'est-à-dire que si Oui, bah, le après, GNV augmente, le GNV augmente aussi. oui, enfin après ça, en fait, ça va dépendre après des exploitants et des contrats qu'on va pouvoir avoir. Mais déjà, ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est qu'entre le prix qui est affiché à la station et le prix qu'un transporteur ou une collectivité va payer en tant qu'usager, c'est pas le même. Généralement,
après, encore une fois, ça dépend des exploitants et de la politique commerciale derrière. Mais généralement, on va avoir des prix fixes. On peut avoir un prix fixe pendant un certain temps en fonction du volume aussi. Et après, en fait, le prix va être le même. Et c'est juste que si on prend du bio-GNV, on va avoir une garantie d'origine en plus. Mais il existe certains exploitants qui, d'un point de vue politique, disent bah non, moi je veux que mon bio-GNV soit moins cher que le GNV. Et ça aussi, c'est pour ça aussi qu'il est important que ça s'intègre dans les politiques publiques, parce que ça peut être aussi une possibilité. C'est vrai que tu fais un point important qui est que le prix affiché à la station n'est pas du tout le même que celui des contrats et que quelqu'un qui roule beaucoup peut avoir un écart de 20-30% par rapport au prix affiché. Donc ça, c'est vrai que c'est... moi, je le remarque dans beaucoup de cas et notamment à Saumur, je sais que c'est le cas. Et puis même après, le prix affiché, il est en TTC, et puis après, les transporteurs, ils récupèrent une partie de taxe. Donc du coup, voilà, il y a un travail d'analyse derrière qui n'est pas juste uniquement prendre le prix TTC de la station. Merci beaucoup. Je vous propose d'apporter encore quelques informations pour conclure. On est déjà à 12h15. Je vais prendre juste 5 minutes pour conclure. N'hésitez pas aussi si vous avez des questions supplémentaires ou des apports aussi à faire. Donc là, il y a une partie des documents justement qu'on a évoqués aujourd'hui ou même pour compléter, qui sont disponibles avec la présentation que vous recevrez très, très prochainement. Justement, notamment l'étude IFPEN, vous trouvez ici, l'outil de calcul de TCO qu'on a évoqué aussi tout à l'heure. Voilà, vous retrouverez tous ces éléments directement qui sont en ligne, que vous retrouverez grâce au lien. Moi, je voulais vous parler assez rapidement de l'opération de commande groupée qu'on met en place aujourd'hui avec SEAT et Fiat sur à l'échelle Pays de la Loire, sur le périmètre Pays de la Loire. L'idée justement, c'est on allait les voir et négocier avec eux des remises ou des services spécifiques qui sont liés à un effet un peu de masse. Donc aujourd'hui, effectivement, vous avez la possibilité d'acquérir 2 véhicules de la gamme SEAT à ce stade et on est en attente d'autres modèles dans le groupe Volkswagen avec 20% déjà de réduction sur le tarif catalogue, que ce soit donc à l'achat ou un équivalent aussi qui est mis sur la location longue durée. Donc c'est tout à fait intéressant sur ce type de véhicule et plutôt une offre de service type extension de garantie sur les véhicules utilitaires de la gamme Fiat professionnelle. Donc voilà, c'est ce que je vous rappelle ici dans la diapositive. Voilà, qu'on mène jusqu'à la fin de l'année. Donc, assez simplement, vous aurez le lien aussi sur la présentation. Si vous êtes intéressé, même si au départ, cette opération est plutôt réservée aux entreprises et collectivités des Pays de la Loire, voilà, si vous êtes hors Pays de la Loire, il y a aussi possibilité quand même de participer. En allant sur la page de notre site web temporaire et de remplir, si ça vous intéresse, justement le formulaire contact pour que vous soyez directement recontacté par un des concessionnaires partenaires sur ce type de véhicule. Voilà. Je voulais aussi faire rapidement la promotion du prochain webinaire qui a lieu le 15 octobre, qui est à destination au départ des transporteurs routiers. Alors c'est vrai qu'on ne l'a pas évoqué directement, enfin, ça a été évoqué juste le fait que certaines régions mettent en place des dispositifs de soutien, d'aide spécifique. Ce n'était pas le cas jusqu'à présent, peu le cas en tout cas jusqu'à présent en Pays de la Loire, mais c'est en train de changer. On ne peut pas vous en dire beaucoup plus, mais grosso modo, c'est quand même un phénomène d'aide à l'acquisition à la fois de véhicules, donc véhicules utilitaires jusqu'à des véhicules lourds, donc qui sera proposé. Il y aura ça d'un côté, plusieurs milliers d'euros qui viendront en complément si vous vous engagez aussi vos véhicules sur un approvisionnement 100% bio-GNV. Et puis la même chose aussi sur une aide à l'acquisition une aide à l'implantation de stations sur vos territoires, et ça évidemment ça peut vous intéresser, qui devrait être reconduit par la région Pays de la Loire. Donc on rentre pas plus dans le détail, ça sera présenté directement par les personnes du conseil régional dans un peu moins de 3 semaines pour vous annoncer officiellement le règlement de cette subvention qui va permettre là aussi de pouvoir plus facilement déclencher le développement du GNV. Donc voilà, vous en saurez plus. N'hésitez pas à pareil, vous connecter sur notre site pour vous inscrire, pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait, à ce webinaire afin de permettre d'aller encore un petit peu plus loin.
Voilà, là ensuite après, bon, on n'est pas trop rentré dans le détail, mais effectivement, si vous avez des questions, des besoins spécifiques, n'hésitez pas à nous contacter aussi, notamment auprès des adhérents Métatlantique. Je ne les ai pas forcément cités à ce stade, mais voilà, je pense à des bureaux d'études comme à Cajoul, par exemple, qui peut accompagner aussi des collectivités. Est-ce que vous avez des attentes aussi particulières? On pourrait peut-être organiser, par exemple, des visites de sites de collectivités. Si ça vous intéresse, c'est des choses qui sont possibles. Là, si vous avez des attentes particulières, n'hésitez pas. Et évidemment, pour aller plus loin directement avec vos territoires, directement sur les territoires, on vous invite à contacter directement les syndicats départementaux d'énergie. Hein. Donc, vous en avez eu 2 aujourd'hui. Et il y a aussi donc Territoire Énergie Mayenne et évidemment le Vendée Énergie, le syndicat et le CIDEV. N'hésitez pas à les contacter. Je vous les mets juste après, justement, sur une slide pour rentrer dans le détail avec eux et avancer sur ces sujets de développement de stations GNV sur vos territoires ou au plus proche. Donc voilà un petit peu pour les informations. Merci beaucoup en tout cas d'avoir suivi ce webinaire. N'hésitez pas à poser d'autres questions si vous voulez. On essaiera d'y répondre dans un deuxième temps. En tout cas après le webinaire. Je remercie vraiment Magali Sauron de GRDF, Marine Adrion du CUML et puis Amandine Adriani du CIDA d'avoir pu participer à cet échange. Et donc merci beaucoup mesdames d'avoir été présents et merci à l'ensemble des participants d'avoir aussi participé. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis donc à très bientôt, idéalement le 15 octobre pour le prochain webinaire ou par email si vous avez des questions. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci, Très bonne au revoir. journée. Au revoir. Merci, au revoir.